long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à tous et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Je suis ravi de vous retrouver tout simplement parce que je suis ravi de retrouver mes deux acolytes, Shai Mamou et Antoine Piemel, et surtout parce qu'aujourd'hui on a un invité un peu spécial, Rémi Reverchon de Bein, qu'on ne présente plus, auteur à succès du livre NBA Road Trip qui est juste derrière moi si vous nous regardez sur YouTube, que je ne saurais trop vous recommander. Voilà, si vous êtes passionné de NBA, que vous voulez en savoir plus sur la culture américaine et sur voilà, ce qui se passe ce qui fait vivre et vibrer un peu les grandes villes américaines. Et comme on est à 48 heures, même pas de la reprise de la saison NBA, ben voilà, on s'était dit qu'il n'y avait pas meilleur invité que Rémi pour faire un petit peu les pronostics, parler un peu de ce qu'on peut attendre cette année. Donc, bah, écoute, Rémi, ravi de te retrouver. Comment ça va, toi, en pleine effervescence, j'imagine, du côté de Bein? Ouais, bah merci Théo, merci les gars de l'invite, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bah ouais, c'est le feu. Écoute, hein, la semaine de reprise pour nous en général, on prend cher, mais avec plaisir. Tu vois, on attend tout ça depuis un moment. Donc les émissions ont repris, la NBA reprend mardi soir, c'est chambé, on est content. Bon, bah, parfait. Première chose, déjà, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre cette année sur Bein? Donc, on rappelle pour ceux voilà, qui étaient enfermés dans une grotte depuis presque 10 ans maintenant que Bein est le diffuseur exclusif de la NBA en France. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre cette année de votre côté? Bah écoute, on va essayer d'en proposer toujours plus, mais la base qui ne bougera pas, et tant mieux, c'est qu'on aura toujours NBA Extra du lundi au vendredi de 12h45 à 13h30 pour le débrief, avec Marie, avec Jacques, avec Xavier, Chris, Eric, toute la team. Le dimanche soir, le SNL, le Sunday Night Live, avec l'émission que je présenterai autour d'un match en direct à 21h, donc un horaire charmé, 2 matchs par nuit toutes les nuits. Donc tout ça, ça ne bougera pas, les playoffs, le All-Star Game, les finales évidemment. La NCAA, basket aussi, puis la Betclic Elite cette année en plus. Bref, il y a du basket dans tous les sens en ce moment, c'est cool. Ok, bon, bah, super programme, chargé comme tous les ans. Et puis, avant qu'on parle un petit peu de la saison à venir, je voulais revenir, tu étais à Abu Dhabi, si je ne me trompe pas, pour les matchs de pré-saison. Il me semble que tu avais déjà eu l'occasion d'y aller pour l'UFC il y a quelques années. Ça bouge pas mal de ce côté-là. On sait qu'ils essaient de développer le baseball sur place un petit peu. Toi, sur place, comment tu as ressenti un petit peu le marché potentiel que ça représente pour le basket notamment? Bah, clairement, tu as raison, ça va devenir une place forte du sport, le Moyen-Orient et Abu Dhabi en particulier. C'est-à-dire que les Émirats, bah, je vous apprends rien, et il y a Dubaï qui est devenue une place touristique mondiale et financière aussi. Et dans ces Émirats, Abu Dhabi a fait le choix d'essayer de se développer par le biais du sport. Ils ont choisi ce levier-là. Donc ouais, moi j'étais allé voir de l'UFC à l'époque, ils continuent d'y venir régulièrement. La boxe aussi, Joshua avait boxé là-bas. Maintenant, donc la NBA est venue pour la première fois au Moyen-Orient, là, jouer 2 super matchs entre Milwaukee et Atlanta, c'était vraiment cool. C'est un deal pluriannuel, donc ils vont revenir. Donc voilà, c'est un choix de cette région du monde, des Émirats. En fait, ils veulent mettre la lumière sur leur pays par le biais du sport. Et bah, écoute, on va pas leur donner tort, hein. Ok, bon, bah, l'ambiance, en tout cas, il y avait l'air d'avoir de l'ambiance quand même, un peu de public dans la salle. Ils ont fait bien les choses, on dirait. T'as senti que c'était pas trop éclipsé par ce que faisait Wembanyama en parallèle ou ça, enfin, ça va? Bah, tu sais que c'est marrant parce que tu as raison, ça tombait en même temps là que Victor il faisait son double show à Vegas. Et bah, si, forcément, la tension basket elle était un peu là-dessus. Mais bon, la NBA a quand même envoyé du lourd. Ils ont ramené déjà 2 énormes équipes avec Trae Young et Giannis. Puis ils ont ramené Shaquille O'Neal, Vince Carter. Il y avait Chris Bosh, il y avait Dominique Wilkins. Enfin bon, il y avait des légendes dans tous les sens. Donc c'était quand même pas mal. Et puis ils ont rempli 2 fois. C'est une salle standard NBA magnifique. Il y a, je sais plus, 14 000 places, je crois, ou 13 500 places. C'était bien rempli les 2 jours. Donc non, franchement, c'était cool. Ouais. Bon, bah, super. Bah, c'était une belle entrée en matière, en tout cas, la pré-saison qui était assez intéressante. D'ailleurs, cette année, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de choses à suivre pour essayer de trouver des pistes sur ce qu'allait donner la saison. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Voilà, le petit challenge qu'on te proposait, c'était le jeu des pronostics sur les trophées de fin d'année et puis quelques prévisions un petit peu en plus. On va pas revenir dans
on va pas faire tous les trophées, tous les awards. Ça, j'imagine que voilà, vous pourrez le retrouver aussi sur NBA Extra ou sur l'antenne de Bein quand Rémi et ses acolytes pourront donner leurs prévisions. Je vous propose qu'on parte par le trophée principal, le trophée roi, celui de MVP. On sort de 2 années de domination de Nikola Jokic, 4 années dominées par les Européens, puisqu'il y avait Giannis Antetokounmpo qui avait remporté les 2 précédentes éditions. Tous les 3, quel est votre sentiment pour l'année à venir? On va commencer par toi, Rémi. Est-ce que tu as, voilà, un feeling sur qui pourrait remporter ce trophée cette année? Alors, ouais, bon, la facilité, ce serait de dire Luka Doncic. Tout le monde le pense, c'est le choix évident. Il l'a jamais gagné, il domine, il est jeune, il est dans une équipe qui monte, tu vois. Donc, voilà, d'ailleurs, les GM ont choisi ce nom-là dans leur petit sondage d'avant-saison. Maintenant, si on procède plus par élimination, Jokic, je veux dire, ça prendrait une saison historique, je pense, pour qu'il l'ait à nouveau, parce que l'avoir 3 fois d'affilée dans l'histoire, je crois que ça arrivait 2 fois, j'avais regardé, donc ça arrivait à Larry Bird et je ne sais plus où, Oui, je crois. Will Chamberlain, si je me trompe pas, Oui, exactement. Ouais. ouais, voilà. Donc, tu vois, donc, je ne vois pas la NBA donner, enfin, c'est les médias qui votent, donc j'ai eu la chance de voter l'année dernière, d'ailleurs, j'avais voté pour Joel Embiid. Je ne vois pas les médias donner un 3e MVP d'affilée à Jokic. Yanis, pourquoi pas s'il est fidèle à lui-même et que Milwaukee cruise parce que l'avoir 3 fois mais pas d'affilée, pourquoi pas. Moi, si j'avais une wildcard à donner cette année, mais c'est vraiment une wildcard, hein, c'est pas un favori, je serais capable de mettre une petite piécette sur Ja Morant. Il m'a piqué mon prono, j'y crois pas. Ah merde. Non, c'est bon, non, mais ça me rassure. Je pensais être le marginal et dire ah bon les gars, je suis désolé, vous allez vous foutre de ma gueule, mais non, je suis content, je suis rassuré. Et explique-nous donc Ja Morant alors. Bah, le truc, c'est que c'est un joueur fantastique, ça je vous apprends rien, mais qu'il a eu une progression l'année dernière fulgurante. Il est MIP d'ailleurs. Et c'est marrant parce que l'année dernière, il était déjà MIP et pas si loin que ça dans la discussion MVP. Et c'est quand même surprenant. Mais tu te demandes un peu où ils peuvent emmener cette équipe, où il peut emmener cette équipe de Memphis. Ils font 2e à l'Ouest l'an dernier. Donc, moi, sincèrement, si tu me demandes, j'ai quand même du mal à croire qu'ils fassent aussi bien cette année. En plus, Jaren Jackson va être absent au début. Mais s'ils font imaginons, c'est pas surréaliste non plus, qu'ils fassent une incroyable saison, ils finissent pareil dans le top 2 à l'Ouest. Si Ja Morant, il suffit je me doute que sa marge de progression, elle n'est pas finie quand même, heureusement. Il ne va pas finir par tourner à 60 points par match. Mais il suffit qu'il passe encore un tout petit cap. Et je veux dire, tu regardes ses stats de l'an dernier, imagine, il tourne cette année à 27 points et 8 passes et ils finissent 1er ou 2e à l'Ouest. Bon, bah, je vois pas pourquoi il ne le serait pas, tu vois. Ah bah moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis content de ne pas être marginal du coup. En fait, moi, je redoute. S'il gagne, si l'un des deux que je vais citer gagne le trophée, et que c'est mérité, je serais ravi pour eux. Je redoute un peu les arcs narratifs chers aux médias US. Genre, le premier, ce serait LeBron James l'année où il va dépasser peut-être Jabbar. Aussi, les Lakers sont, je l'espère pour eux, meilleurs que l'an dernier. Je me dis qu'il peut y avoir une sorte alors pas de lobby, c'est un peu exagéré, mais que voilà, de vague sur laquelle LeBron peut surfer. Et je pensais évidemment aussi à celui qui est favori avec Doncic, c'est Joel Embiid, parce que là, ce que je redoute, c'est il le méritait. Il faut compenser les 2 dernières saisons où il aurait pu ou dû l'avoir pour certains, et sans être aussi bon que les 2 dernières saisons qu'il l'est. Donc, c'est les 2 que je vois en menace. Mais Ja Morant, pour la même raison que toi, et parce que je pense, peut-être que je mets Memphis un peu plus haut que la plupart des gens, je pense que la continuité, l'expérience collective qu'ils ont acquise, même sans Jaren Jackson, et ce dont est capable Morant, moi, c'est même plus qu'une wildcard, je le vois comme un outsider sérieux, moi, personnellement. J'ai une théorie sur Embiid. Moi, je pense que Embiid, il ne va pas jouer beaucoup de matchs, mais je ne le dis pas ça de manière négative. En fait, je pense que ça fait 2 ans qu'Embiid il court après le MVP, 2 ans qu'il ne l'a pas eu. Et je vois bien les Sixers, ça fait donc 2 ans qu'ils se foirent aussi en playoff, et notamment, il n'est pas à 100%. Je vois bien Philly faire une Raptors 2019 et tenter au maximum de faire du load management avec Embiid. Il a joué 68 matchs en essayant d'en jouer beaucoup. C'est-à-dire que l'an dernier, avant le début de la saison, il a dit « je vais essayer de jouer le plus de matchs possible pour MVP ». Il n'en joue que 68. Là, moi, je le vois bien jouer 60 à 65 matchs max, sans forcément que ce soit abusif, mais que de temps en temps, il y ait des petits matchs de repos par-ci, par-là, vu que de toute façon, Tyrese Maxey, il va passer un cap, il y a Harden, l'équipe est profonde. Je pense qu'ils peuvent être 1er ou 2e à l'Est sans que Embiid ait besoin de jouer beaucoup, mais que du coup, ses stats soient un peu en baisse et que l'idée, c'est que vraiment qu'il arrive à 100% en playoff. Et du coup, c'est pour ça que moi, je l'ai écarté du MVP, même si à la base, je m'étais dit, bon, Philly, ça peut finir haut. Embiid, il l'a raté 2 fois, ils vont lui donner. Sur les actes narratifs, il y en a un autre, je pense que je trouve intéressant, c'est pour ça que je vais venir sur mon pic, c'est de se dire aussi, est-ce que les Quinry, ils auront envie de mettre un Quinry?
Donc, ça pouvait être Ja Morant, mais moi, du coup, j'ai mis Stephen Curry. Dans le sens où, pareil, lui aussi, on peut se dire qu'il ne jouera peut-être pas tous les matchs, mais bon, je fais le pari qu'il en jouera un peu plus qu'Embiid. Et sur l'idée, c'est de se dire, en fait, je le trouve plus fort qu'en 2016, même si les stats, elles sont moins insolentes. Je pense que dans le jeu, il est plus fort qu'en 2016. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Les Warriors, ils peuvent finir top 3 à l'Ouest. Il y aurait un peu cette espèce de récompense de bon, on donne à un gars de chez nous et ça récompense aussi sa carrière. Je pense que forcément. Après, bon, il n'y a pas que l'acte narratif. La preuve, Jokic, il a quand même été élu 2 fois de suite. Et la deuxième fois, on avait peur qu'il ne soit pas nommé justement pour ça, pour pas pousser 2 fois le même mec. Mais bon, voilà, je me dis que Curry, ça peut être un gros candidat. Et en tout cas, c'est mon MVP, je pense. Ouais, bah, de toute façon, c'est que des candidats effectivement qui sont dans la logique de ce qu'on pouvait imaginer. Moi, j'avais quand même choisi Luka Doncic parce que voilà, il progresse tellement d'année en année que je le vois encore bien parti pour faire une saison monstrueuse, même si je pense quand même que Joel Embiid aura une bonne chance d'aller chercher potentiellement ce trophée si jamais ça clique du côté de Philly. Ce sur quoi j'ai des doutes personnellement, mais bon, c'est quand même une équipe voilà, qui sera forte. Et comme toi, Antoine, je ne serais pas étonné, ce serait pas si étonnant que ça qu'il soit premier ou très haut de la conférence Est à la fin de la saison. Pour partir un petit peu sur les jeunes, sur les rookies, là aussi, il y a une belle cuvée de rookies cette année à nouveau, avec pas mal d'outsiders potentiels. Rémi, toi, pour le trophée de Rookie of the Year, qui est-ce que tu sens bien à ce moment de la saison? Bah, c'est un trophée qui va être hyper ouvert cette année. Et tu as raison, il y a des mecs intéressants. Et, tu vois, au moment de la draft, il y a le petit Jaden Ivey qui avait une hype incroyable, qui est parti à Détroit. On est tous tombés sur Sacramento qui avait le pick 4 de ne pas l'avoir pris. Et finalement, Keegan Murray a fait une très belle pré-saison. Donc, celui qu'ils ont pris avec le pick 4. Donc, j'attends de voir aussi. Tu vois, ça peut être une bonne surprise. Peut-être que Sacramento va enfin faire un bon choix. Tu vois, ça peut leur arriver de temps en temps aussi. Et puis, bon, bah, il n'y a plus de Chet Holmgren. Mais ouais, là, tout de suite, à l'instant T, je veux dire, le choix évident, ça me paraît quand même être Paolo Banchero. C'est peut-être dans le lot de tous les forts prospects, le mec qui est le plus ou pas loin à NBA ready. Il est dans une équipe où on va pas se mentir, oui, ça monte tranquillement, on construit des choses à Orlando, je veux bien, mais ça restera des pâquerettes au niveau NBA pour l'instant. Il va avoir des responsabilités. Sur son poste, il sera clairement devant, je sais pas, il y a Wendell Carter Jr., des mecs comme ça, il va être clairement devant. Il va avoir du temps de jeu, il aura des responsabilités, il est dans une équipe qui joue pas grand-chose. Bon, bah, il a tous les éléments pour que le mec, à mon avis, soit candidat numéro 1 aujourd'hui, quoi. Ouais, bah, je partage tout à fait ton avis, Rémi. Moi, c'est lui aussi que j'avais mis. D'autant que, comme tu disais, Orlando va pas être un contender et on est même encore loin. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de cohérence que par le passé, ce qui fait qu'il pourra aussi bénéficier du fait que ça soit pas n'importe quoi, qu'il y ait déjà quand même des joueurs comme Wendell Carter Jr. qui montrent vraiment des belles choses, qui sont, alors on va pas dire que c'est un vétéran, mais qui peuvent un peu asseoir le jeu. Une rotation qui commence à trouver ses marques, comment dire, Franz Wagner qui a été exceptionnel à l'Euro et qui est en pleine montée en puissance. Donc je pense qu'Orlando sera intéressant, en tout cas sympa à voir jouer. Et comme toi, je pense qu'il a la maturité, le corps, le jeu, la taille aussi. Il est vraiment très très grand pour son poste pour briller dès cette saison. Ouais. Vu que je sais que Shai, tu vas pas dire Paolo Banchero, moi aussi, comme vous, Banchero, pour les mêmes raisons que Rémi, il sera première option de son équipe et il est NBA ready. Voilà, je pense que bon, il suffit qu'il marque 20 points par match et qu'Orlando gagne 30 matchs et c'est bon, quoi. Je pense qu'ils vont lui donner. Après, des petites mentions juste pour Bénédicte Mathurin. Je pense aux Carrément. Pacers qui va faire une grosse saison statistique, notamment à partir du moment où les Pacers vont vraiment tanker. Ça Quand sera là, dès le début de l'année, voilà, ça. ouais, C'est-à-dire non, à mais tu sais, partir de demain soir. Ouais. ouais. Dès que Buddy Hield et Miles Turner auront dégagé, là, ça sera open bar. Et à Keegan Murray, qui, je pense, fera une belle saison aussi. Ouais. Ouais, bah, j'ai pas mis Banchero, mais c'est juste un peu pour jouer la différence, je pense, parce que j'aime bien faire des pics originaux. Mais en plus, je suis étiqueté fan du Magic, alors que c'est un peu bon, c'est par nostalgie. Ah, ça vaut mieux parce que sinon, on se C'est un peu ça, du monde pour ton c'est état de ça. santé. Moi, j'ai choisi Keegan Murray parce que, en fait, ça, il me fait la même impression que certains joueurs avant. C'est-à-dire que, comme Evan Mobley m'avait surpris, dans le sens où ce que j'avais vu de lui à la fac était moins bon que ce que j'ai vu de lui en NBA. Là, c'est pareil. À la fac, je le trouvais intéressant, mais là, sur de la pré-saison, faut rester mesuré. Mais ce que j'ai vu, je suis en train de me demander si les Kings ont effectivement pas pour la première fois depuis très longtemps fait un bon choix. Voilà. Incroyable. Ouais, c'est ça. Après, à voir, il peut y avoir une malédiction. Le proprio Ranadiv peut nous faire une dinguerie.
Mais là, il n'a pas l'air d'être impliqué sur le pic pour une fois, donc c'est très bien. Je pense que Keegan Murray et je pense qu'il va beaucoup jouer, vite avoir beaucoup de temps de jeu. Ils ne sont pas dans un mode tanking, donc s'il est bon, je pense qu'il va jouer. Voilà, je le mets comme mon favori. Et je suis d'accord avec toi, Antoine, pour Bénédicte Mathurin, qui aura en plus le côté spectaculaire qui va plaire aux gens et aux votants, sans doute. Liberton et Murray, ça aurait été beau ensemble. Ouais. Voilà. Oh, mec, Mathurin, ça va être très bien pour les Pacers. Pour toi C'est qui es très fan bien. des Pacers, Antoine, parce que Voilà. maintenant que tu es On rebaptisé va fan vendre numéro 1 des des équipes. Pacers, vous allez pouvoir vous régaler. Non. Non, mais oui, ça va être beau à voir jouer à Liberton, Mathurin. Allez, on va Ça va être partir dynamique. un petit peu sur des dimensions collectives. Tout simplement, champion NBA. Donc là aussi, l'année dernière était pleine de surprises. Cette année aussi, il y a peut-être, il y a encore plus, j'ai l'impression, de contenders qui sont crédibles au titre de champion NBA. Toi, Rémi, pareil, avec ce qui s'est passé cet été en termes de trade, les blessures ou même les derniers scandales pour certaines équipes, comment est-ce que tu sens les choses? Alors, je suis un peu emmerdé, pour tout te dire, parce que je t'aurais répondu beaucoup plus facilement il y a encore 3-4 heures à cette question. Pour moi, et jusqu'à ce midi, tu vois, quand on a fait NBA Extra avec la team, ce lundi midi, le favori de cette saison, pour moi, parce que c'est l'équipe qui m'a apporté le plus de garanties, c'était les Milwaukee Bucks. Hmm. Parce que je peux te citer 8 contenders au titre cette année sans problème, 4 clair. à l'Est, 4 à l'Ouest, les Brooklyn, les Clippers, les Warriors, Phoenix, Philly, je peux y aller. Hein. Mais Milwaukee, c'est l'équipe qui m'apporte le plus de sérénité. Parce qu'ils connaissent le chemin, parce que c'est fort, parce qu'il y a Yanis qui est surnaturel, parce que le groupe est costaud et bien construit. Mais je suis un peu emmerdé par cette news qui est tombée tout à l'heure. On a appris que Chris Middleton va prendre plusieurs semaines d'absence pour se soigner avant de revenir au jeu. Alors, je sais bien que sur une équipe de ce calibre-là, la saison régulière, c'est pas la priorité. Que s'ils perdent une dizaine de matchs d'ici Noël, c'est pas grave, ça les empêchera pas d'aller en playoff. Et si Chris Middleton revient bien à ce moment-là, ça ira très bien. Mais d'un seul coup, je suis un peu emmerdé. De toute façon, il y a 2 énormes wildcards cette année, c'est les Clippers et Brooklyn, dont on ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais sur le papier, c'est fantastique. Écoute, ça dépend de. Tu sais, c'est comme quand tu veux investir de la thune, on te dit est-ce que tu as un profil qui aime le risque ou qui n'aime pas le risque. Moi, je suis le genre qui n'aime pas le risque, donc je vais quand même jouer Milwaukee. Je vais la jouer safe et je vais te dire Milwaukee. Moi, c'est cette blessure de Middleton, enfin, cette blessure, c'est juste une confirmation qui va manquer un peu plus de temps que prévu, mais ça me fait peut-être juste plus de dire que Yanis a de meilleures chances que ce que je pensais pour être MVP, parce que, à mon avis, ses premières semaines et ses premiers mois vont être assez scandaleux sur le plan statistique. À mon avis, il va envoyer du lourd. Moi, personnellement, alors là, pour le coup, c'est un des rares paris un des rares pronostics où j'ai, je pense, joué la sécurité, même si je pense qu'avec tout ce qu'on a vu en NBA ces dernières années et les blessures et les choses inattendues au sein de super teams comme à Brooklyn ou autres, moi, j'ai choisi les Warriors parce que je les trouve plus forts que l'année dernière, que après 3 secondes de doute, après la patate de Draymond Green sur Jordan Poole, j'ai l'impression que les choses rentrent doucement dans l'ordre, aussi bien contractuellement qu'à l'intérieur du vestiaire. Voilà, ils apportent tellement de garanties, ils n'ont plus cette pression de est-ce qu'on va être encore une dynastie. Ils ont gagné l'année dernière. Je pense qu'ils ne sont jamais aussi forts que dans le dispositif dans lequel ils vont commencer la saison. Voilà, tout va peut-être un peu dépendre de Draymond Green, qui a vraiment une importance gigantesque dans l'équipe pour inspirer tout le monde défensivement et pour le leadership. Mais je pense qu'il va retrouver la sérénité qu'il faut. Donc, ouais, les Warriors, sans surprise, même si j'ai l'impression qu'il va encore se passer des choses et que c'est peut-être pas eux qui vont gagner à la fin. Antoine, toi, sur quoi tu partais? Moi, j'ai mis Milwaukee aussi. Sauf que c'est un choix un peu par défaut, du coup, ça me gêne. Alors, c'est même pas tellement la blessure, parce que déjà, de base, je pense que les Bucks, ils vont effectivement pas faire la saison régulière du siècle, mais je pense qu'ils seront suffisamment forts pour être dans le top 4 à l'Est, et c'est à peu près tout ce dont ils ont besoin. Mais ouais, c'est un choix un peu par défaut, dans le sens où voilà, j'ai plus éliminé des contenders que j'en ai vraiment choisi un. Mais bon, au final, ça reste donc Milwaukee. Je dirais que ce qui me conforterait dans mon choix, c'est que les Bucks arrivent à ajouter une pièce pendant la saison. Même pas forcément un très gros joueur, mais juste un joueur de plus dans leur top 8, top 9 de rotation, un autre joueur confirmé de plus, ou un mec du banc qui se révèle un peu, genre Jordan Nwora qui fait une belle saison, mais j'y crois que moyen. Donc voilà, mais bon, voilà, je dirais qu'ils ont le meilleur joueur du monde, ou en tout cas un des meilleurs joueurs du monde, très très haut avec Giannis, et juste ça peut vraiment faire la diff. Donc Milwaukee, mais un peu par défaut, je le reconnais.
Ok, moi, comme Shai, moi j'ai mis les Warriors. C'est vrai que quand je regarde cet effectif, j'ai l'impression que on en avait parlé un petit peu dans un podcast précédent, mais qu'ils peuvent jouer tous les styles de basket, s'adapter à tous les adversaires et en même temps conserver leur ADN. Moi, vraiment, ce que je trouve très fort, c'est dans la dimension athlétique qu'ils ont cette année avec leurs jeunes qui sortent du banc, Wiseman, Kuminga, Moody, même Dante DiVincenzo. Donc, alors moi aussi, j'ai un peu hésité quand j'ai vu, littéralement, quand j'ai vu la patate de Draymond Green. Je me suis dit quand même, là, ça peut vraiment mettre le bordel. Et finalement, je reste quand même sur cette sensation qu'il y a tout réuni pour que les Warriors aillent au bout. Par contre, je vous rejoins. Rémi et Antoine, dans le sens où moi j'ai mis les Bucks aussi, alors pas comme champion, mais comme finaliste. Et je vais vous demander votre avis aussi, parce que à l'Est, je trouve aussi que c'est l'équipe qui m'apporte le plus de sécurité, que je sens la plus sûre. C'était déjà un peu le cas l'an dernier, où quand on avait fait le jeu des pronostics en début d'année, j'avais dit que moi je pronostiquais les Bucks pour un back-to-back. C'est vrai que c'est inquiétant le retard de Chris Middleton. Maintenant, voilà, comme tu le disais, Antoine, l'objectif pour les Bucks, c'est pas la saison régulière, c'est vraiment les playoffs. Et si Middleton revient comme il faut à son plein niveau en playoffs, aucune équipe à l'Est voudra les jouer, à mon avis, quoi. Donc voilà. Ben, je vais enchaîner. Du coup, Rémi, toi, qui tu verrais, donc si tu vois les Bucks champions, qui tu verrais sortir de l'Ouest? La facilité serait de vous dire aussi les Warriors, et j'y crois sincèrement, mais pour ouvrir un peu le débat, je vais vous parler des Clippers. Je pourrais mettre Ouais. les Clippers. On le sait, le roster est incroyable. Retour de Kawhi, Paul George qui devrait, on l'espère, enfin pouvoir faire une saison un peu complète. John Wall qui m'a l'air vraiment prêt à rejouer au basket, et ça me fait vraiment plaisir parce que je surkiffe ce mec-là et je suis trop content de le voir dans une belle franchise et j'ai hâte de le revoir sur un parquet. Puis tous les compléments, les Norm Powell, les Robert Covington, les Maurice, les Nico Batum, bien sûr. Tous ces mecs-là, ça m'a l'air tellement complet que voilà. Le problème, c'est que c'est une équipe sur le papier aujourd'hui, les Clippers, quoi. On ne sait pas sur le parquet ce que ça va donner. Mais bon, j'ai quand même envie d'y croire. Je fais partie des gens qui se sont laissés convaincre par Tyronn Lue aussi, en tant que coach. Et moi aussi, et pourtant je partais Eh loin, oui. donc je te Tu rejoins, je vois. partais très très loin, quoi. Ouais. Donc bon, allez, je te dirai les Clippers à l'Ouest. Tu les vois plus que les Lakers, du coup. Tes Lakers. On est obligé de parler des Lakers. Ouais, j'étais sûr, je savais que, Commence à... je savais que tu voudrais pas, je voulais. Bon. On avait dit Non, ça mais avec Rémi en amont, là, on parle pas des faut Lakers savoir si aujourd'hui. c'est un podcast bonne ambiance ou pas. Vous me Voilà. dites, les Les gars. sujets tabous. Moi, j'ai mis les Clippers aussi, moi, pour le coup. J'ai mis les Clippers aussi. Après, bon, Shai et Théo le savent, je suis un défenseur des Clippers depuis longtemps, hein. Mais ouais, j'y crois assez cette année. Je pense que. Mais par contre, tu vois, j'ai mis les Clippers, mais je ne suis pas sûr qu'ils éliminent les Warriors, en fait. Le match-up Warriors-Clippers je ne serais pas très confiant pour les Clippers. Mais je vois bien les Clippers aller en finale NBA. Bon, de toute façon, la clé, hein, c'est qu'il faut quoi ils tiennent physiquement, quoi. Mais c'est l'équipe la plus profonde de la ligue, je pense. Et elle est bien coachée, ouais. Clairement, vous avez raison de le souligner. On a tapé sur Tyronn Lue parce que c'était marrant. Mais honnêtement, c'est pour faire des ajustements, il y a quand même en cours de match, en cours de série, il n'y a pas beaucoup de coachs meilleurs que lui quand même sur cet aspect. J'avais un peu peur quand je l'ai vu oublier le nom de Luke Kennard en début de saison, plus se souvenir de comment s'appelait son joueur. Mais depuis, c'est vrai que c'est assez indiscutable. Il est vraiment excellent. Moi, du coup, vu que j'ai choisi les Warriors comme champion, à l'Est, pareil, le safe bet, c'est Milwaukee parce que je ne vois pas Giannis se laisser passer dessus, laisser une autre équipe passer à l'Est 2 saisons de suite. Je pense que là, il est vraiment dans son moment. Après, je me méfie d'un scénario bizarre avec les Nets pour lesquels tout cliquerait. Parce que sur le papier aussi, bon, entre nous, on en rigole aussi beaucoup. On a l'impression qu'il y a forcément un scénario catastrophe qui se dessine. Tout est réuni pour encore du drama à gogo, quoi. Mais il y a aussi un scénario où tout marche, où il y a Kevin Durant qui est le meilleur attaquant, si ce n'est de l'histoire de sa génération. Ben Simmons qui peut être un très bon fit au-delà des problèmes de tir. Autour, il y a des shooters, il y a de quoi faire. Donc, il y a un scénario où... Moi, je les ai... En fait, je pense que je suis échaudé parce que l'année dernière, je les avais mis finalistes. Et que voilà, forcément, tout ce qui s'est passé m'a déçu. Mais il y a aussi il y a ce scénario où tout clique, pas de blessure. Et ça peut faire finaliste. Si on me demande flingue sous la tempe, je mets Milwaukee parce que Giannis. Mais attention quand même, Brooklyn. À contrario, je ne sais pas pourquoi j'ai un très mauvais feeling pour Philadelphie. Je pense que c'est lié au fait que je ne crois absolument pas en James Harden en playoff, parce qu'il est toujours là et son rôle est important.
Voilà. Mais c'est marrant que tu parles des Nets parce que la question que j'allais vous poser par la suite, c'était de savoir quelle était l'équipe surprise. Et moi, un peu, voilà, par provocation, mais j'allais choisir les Nets parce qu'en fait, ils nous ont tellement habitués à être décevants ces dernières années que limite, je me demandais si c'est pas eux qui pouvaient créer la surprise. Alors, je sais qu'il faut pas se baser sur la pré-saison, que c'est pas, il n'y a pas forcément de vrais enseignements à en tirer, mais j'ai quand même trouvé les matchs des Nets vraiment très intéressants. Je trouve que ce qui est incroyable avec Kevin Durant et Kyrie Irving, c'est qu'ils ont une capacité à s'adapter à tous les scénarios et à jouer leur jeu, peu importe limite quels sont les coéquipiers qu'il y a autour. Et bon, au sein de la rédaction, c'est vrai que je suis un des rares, ou du moins un de ceux qui croient le plus en Ben Simmons, peut-être. Et j'ai été assez agréablement surpris par ce qu'on a pu voir en pré-saison. Alors voilà, les Nets, c'était un petit peu mon truc, un petit peu, comment dire, voilà, un peu pour la provoque. Sinon, en équipe surprise, moi, je vois quand même, je sais pas si c'est une surprise, c'est peut-être pas une surprise pour ceux qui les suivent de près, mais les Raptors me semblent vraiment dangereux cette année. Ils sont encore plus complets, je trouve, encore plus longs, même avec leur rookie Christian Koloko là, qui remplit pile le vide qu'ils avaient à l'intérieur, en espèce de stopper immense avec des bras immenses. Donc, je mettrais une pièce sinon sur Toronto en équipe surprise. Je ne sais pas si toi, Rémi, il y a des équipes qui t'ont un petit peu tapé dans l'œil ou que tu sens meilleur que ce qu'on pouvait attendre. Bah, ça dépend ce qu'on appelle surprise, à quel degré. Tu vois, une équipe comme les Pelicans, bah, j'ai envie d'y croire, moi, par exemple. Ça a tellement bien marché l'an dernier sans Zion. Et de ce que je vois là sur la pré-saison, je suis peut-être naïf, hein, mais j'ai envie de croire que ça peut fonctionner. Il m'a l'air fit, il m'a l'air bien. Il est dans un groupe qui, là aussi, est bien coaché par Willie Green. L'éclosion presque, tu vois, de leader de CJ McCollum dans ces Pelicans me plaît beaucoup. Puis tous les gamins là qu'ils ont fait éclore aussi, les Alvarado, les Herb Jones et tout. Donc voilà, les Pelicans, moi j'ai bien envie d'y croire. Après, c'est marrant comme elle polarise cette équipe parce que ça, tu disais que tu n'y crois pas du tout. Mais moi, j'ai envie de mettre une petite piécette sur Philly, moi, cette année. Je suis sceptique aussi sur la capacité de James Harden à redevenir James Harden. Mais Embiid est tellement dominant et je suis persuadé, ce sera mon choix de tout à l'heure quand vous me demandez un nouveau All-Star, que Tyrese Maxey, c'est the next big thing, quoi. Et je pense que cette année, il peut être All-Star et je pense que cette année, on va se rendre compte que c'est un meneur de jeu incroyable, Tyrese Maxey. Et je sais pas, ils ont pris PJ Tucker. Il y a deux, trois trucs qui me laissent penser que Philippe pourrait, pourquoi pas, sortir de la conférence Est cette année, moi. C'est vrai que sur le papier, ce que tu disais, enfin, on en parlait tout à l'heure pour les Clippers, mais pour les Sixers, c'est vrai aussi. Il y a tout, effectivement, pour être ambitieux. C'est simplement, j'ai l'impression que comme tu le notais, c'est un peu comment on perçoit James Harden, qui est quand même un des Ouais. joueurs très, très clivants, vraiment très clivant de toute la ligue, quoi. C'est un peu là-dessus que ça repose, j'ai l'impression. Et sur la saison régulière, moi, je suis d'accord avec vous. En fait, je pense même que Philadelphie peut finir premier à l'Est sans aucun souci. Mais sur le contexte de playoff, avec James Harden qui se métamorphose en playoff, pas en bien, Doc Rivers qui a plein de qualités comme coach, sinon il ne serait pas là. Hein. Les Américains aiment bien aussi taper sur Doc Rivers. Mais malheureusement, en playoff, le bilan est compliqué, quoi. Et le bilan dans des séries dans lesquelles il a l'avantage, voilà, on ne va pas rappeler son bilan, mais c'est compliqué. Donc, je ne les vois pas en surprise à la fin, mais oui, premier en saison régulière. Et Maxi All-Star, je suis assez d'accord avec toi. Quand tu as cité Doc Rivers, Théo, il s'est arraché la cuisse. Pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis pour trouver un haters de Doc Rivers. Par contre, pas faux. Théo, c'est marrant, si tu as cité les Raptors, j'avais noté les Raptors, après je l'ai rayé en me disant de toute façon tout le monde s'en fout, donc ça sert à rien que j'en parle. Je me suis dit bon tant pis, mais je pense effectivement qu'ils vont être forts. Là, du coup, j'ai triché, j'ai mis un peu deux équipes. J'ai mis les Nets. Je pense que les Nets, ils en sont presque sous-estimés en fait. Sur le papier, c'est vraiment incroyable. Je trouve que même leur faiblesse dans le jeu intérieur, elle est pareil, trop mise en avant. Tu vois, les Celtics, les Warriors, il n'y avait pas un mec de plus de 2,8 m pendant les finales. Et ça ne les a pas empêchés d'aller jusque-là. Je pense que les Nets seront très forts. Je pense que ça va être très fort quand Ben Simmons il va jouer pivot small ball avec Kyrie, Durant, tous les shooters qu'ils ont. Ils n'auront peut-être pas une assez bonne défense pour aller jusqu'au bout. C'est un peu pour ça que je ne les ai pas mis finalistes, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient l'avantage du terrain au premier tour et deux, que ça aille peut-être jusqu'en finale de conférence. Donc les Nets, je pense qu'ils vont surprendre en bien et que ça va un peu se sublimer dans ce chaos. Et en deuxième équipe surprise, pour rester dans le thème, j'ai mis l'autre équipe new-yorkaise, les Knicks. Alors je ne pense pas qu'ils iront en playoff,
mais je pense juste qu'ils seront pas nuls en fait. Non, mais tu sais, juste dans le sens où je pense qu'ils seront pas nuls. En fait, surprise, tu sais, c'est une question de perception, tu vois. C'est ça, ouais. Je me dis pas que les Knicks ils vont faire une grande saison, tu vois, mais juste ils seront pas nuls. Et Tu veux juste dire, ça, ce sera déjà une tu veux dire surprise. qu'ils vont tanker la seule année où il faut. Ils vont pas tanker la seule année où il faut tanker. Mais ouais, ils vont pas tanker, parce qu'en Ce fait, serait très Knicks. Jalen Brunson, il va mettre des points, Donc- RJ Barrett, il progresse, tu vois. Quand tu dis qu'ils sont pas nuls, ça veut dire qu'ils vont faire quoi entre 12 et 14, quoi, à l'Est. Non, allez, je les vois 9e. Tu sais, je les vois à la place du con. Genre, ils sortent dans le play. Non, après, ça dépend. Non, peut-être 10e. Ça dépend si Chicago décide de se saborder ou pas. Ouais. Ça dépend comment part Chicago. Non, mais tu sais, ils seront pas en playoff, tu vois. Ce sera pas une très belle saison, ce sera une saison médiocre. Mais tu Une vois, saison des Knicks, quoi. une saison des Knicks avec un peu de moments où Jalen Brunson va les faire kiffer, tout ça. Bon, ça sera une semi-surprise, tu vois. Ouais, tu veux dire qu'ils vont vendre des maillots de Jalen Brunson, quoi. Ils vont pas faire les playoffs, ils vont faire une saison médiocre, mais ils vont vendre des jerseys. Écoute, tu sais, s'ils sont à 50% pour les Knicks, si tu regardes Ouais. sur les 10 dernières années, c'est pas si fréquent. Hein. Sur Je l'année mettrai pas où ma maison là-dessus, moi. Ouais, après, ce qui est dur, c'est que l'Est est tellement relevé sur cette place entre, C'est vrai, ça. entre 4 et 10. Mais même de 1 à 10, de 1 Ouais, à qu'en 10, fait, il y a- c'est dur d'avoir un gros pourcentage de victoires. Et ça, j'avoue que ça peut pénaliser les Knicks, en fait. Moi, mes deux équipes, alors surprise encore une fois, tout dépend de la perspective, mais pour la saison régulière et pour un classement plus élevé que ce que la plupart des gens les mettraient, comme l'année dernière, je vois Memphis très haut. Je pense qu'avec l'expérience collective, même avec l'absence de Jaren Jackson, avec ce qu'ils ont développé l'an dernier, avec la montée en puissance que je prévois encore de Ja Morant, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, je l'imagine tout à fait un outsider pour le MVP, et parce qu'ils ont un coach que je trouve excellent, Taylor Jenkins, je pense qu'il a aussi de bonnes chances d'être coach de l'année. Donc je les vois, alors top 3, et ce sera peut-être surprenant pour la plupart des gens qui pensent que c'était un accident, que la saison dernière était plus un accident qu'autre chose. Oui, toi, Antoine Pimel, je te regarde. Donc Memphis, pour cette raison-là, parce que les gens les voient plus bas. Et je ne sais pas si c'est une surprise parce qu'ils sont attendus au tournant, mais beaucoup de gens pensent peut-être que ça va se cracher. Mais je vois bien les Wolves faire une bonne saison régulière. Beaucoup de gens pensent que Kat et Gobert, ça ne fonctionnera pas forcément parce que c'est de grands. Moi, je pense que ça va fonctionner en saison régulière, encore une fois. Et qu'autour, Anthony Edwards va aussi monter en puissance, que ça fera une très très bonne équipe de saison régulière, peut-être quatrième, peut-être avantage du terrain à l'ouest, ce serait une surprise déjà. Donc voilà, Memphis et Minnesota pour moi. Ok, bah, super intéressant tout ça. Antoine, comme tu parlais des Knicks dans les surprises, alors que moi je pensais que ce serait plutôt dans les flops, et ben Vous avez dans on les va enchaîner flops. avec les flops. Toi, Rémi, quelle équipe est-ce que pour laquelle est-ce que tu as un peu peur, tu vois des problèmes comment dire, à l'horizon? Alors, scénario 1, peut-être le moins crédible en flop, Portland, ça me fait très peur parce que j'adore Damian Lillard et c'est pas inintéressant ce qu'ils ont fait cet été d'aller prendre Jeremy Grant, Gary Payton et compagnie, mais j'ai du mal à croire à l'évolution positive de cette équipe-là. Je pense qu'elle a laissé passer sa fenêtre et je pense que Damian Lillard est en train de gâcher la fin de sa carrière en y restant. Mais voilà. Et scénario 2 qui m'emmerde aussi parce que je suis très pote avec un des mecs de l'équipe, mais j'ai peur de Chicago cette année. Je ne suis pas le seul, hein, je le sais que Chicago fait peur à tout le monde cette année. La blessure non identifiée de Lonzo Ball là, qui inquiète tout le monde. On se demande tous, enfin lui-même ne sait pas ce qu'il a et combien de temps il va être absent encore. Et on s'est bien rendu compte l'année dernière que sans un vrai meneur de jeu, c'est compliqué dans cette équipe-là. Alors je veux bien qu'on me parle d'Ayo Dosunmu qui va être bon et tout, très bien, d'accord, mais c'est pas Lonzo Ball qui était devenu un vrai meneur référencé en NBA. Ça me fait chier pour Nico Vucevic, moi, qui est un mec en or et un super basketteur et qui mériterait d'être dans une équipe où ça joue vraiment bien au basket parce que en plus il a ce côté FIBA, Nico. Bref, c'est un vrai basketteur. Pourtant, il a été formé aux States et tout, hein, mais c'est un vrai basketteur et je suis un peu déçu pour lui. Il y a des joueurs hyper excitants, Demar DeRozan, c'est génial à voir jouer, Zach LaVine, c'est spectaculaire. Mais et ça me fait chier parce qu'on les verra à Paris en janvier. En plus, ce sera sur Bein, tu vois. Donc, j'aimerais bien avoir une équipe qui à ce moment-là est bien solide dans le haut du classement de la conférence Est, mais j'en suis pas convaincu, quoi.
Ouais, bah, je te rejoins complètement. C'est aussi moi ceux que j'avais mis en flop potentiel. J'ai un peu peur comme toi que l'an dernier c'était un petit peu la belle histoire, mais sans forcément de lendemain. La question c'est aussi de savoir. Alors je te rejoins aussi sur Lonzo Ball. Même l'an dernier, je pense que c'était potentiellement la vraie, comment dire, le variable la variable qui pouvait leur faire passer un palier ou non en fonction de s'il était disponible, tout simplement. Cette année, ça semble mal parti. La question, c'est aussi de savoir ce qu'on croit de Patrick, enfin, à quel point on a confiance en Patrick Williams. Je sais que du côté de Chicago, ils sont plutôt, enfin, ils l'avaient mis sur la liste des mecs intradables, etc. Je suis pas tout à fait aussi convaincu que ça. Moi aussi, voilà, cette équipe, je me demande, comme tu le disais un petit peu Antoine tout à l'heure, si elle va pas devoir se poser la question à un moment de savoir s'il va pas falloir à nouveau changer de direction pour essayer de repartir d'une autre manière. Je pense que c'est une grosse cote pour le. C'est-à-dire que pour la draft, on sait que bah, voilà, il y aura des équipes nulles, tu vois, les Détroit, Houston, Indiana, San Antonio. Chicago, sur le papier, ils sont loin de pouvoir tanker, mais je pense que c'est une équipe qui va vraiment, à un moment, si elle commence mal, se poser la question. C'est-à-dire que tu peux échanger deux parmi DeRozan, Vucevic, Lavine, tu peux en échanger deux et d'un coup, tu te retrouves avec une équipe qui est nettement moins compétitive et qui peut se rapprocher du bas du classement. Je pense que si ça commence mal, cette question, elle va se poser. C'est quand même un front office qui est arrivé il n'y a pas longtemps, qui au début a essayé de faire le choix de rester, enfin, d'être compétitif, mais qui peut très bien, enfin, qui est en place, qui est installé, ils ont la sécurité devant eux, ils peuvent se permettre, tu vois, de casser. Ils ont ce temps devant eux. Tu vois, surtout après ce qu'ont fait Foreman et Paxson, si là, Karnisovas, il décide de prendre 10 ans pour reconstruire la franchise, voilà, à un moment, surtout avec Wembanyama, tu vois, ça ne m'étonnerait pas qu'ils se posent la question. Ça fait partie des bonnes équipes qui, je pense, seraient capables de se poser la question à un moment, cette saison, est-ce qu'on casse tout et on essaye de viser la draft? C'est dur hein, quand même pour eux. Tu vois, c'est con parce que c'est une équipe qui est tellement proche de pouvoir jouer vraiment le tout haut de la ligue. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont si proches vraiment d'être contender au titre quoi. L'année dernière, leur début de saison, on se dit putain, mais ils vont vraiment faire un truc, tu vois. Ils ont quand même deux joueurs incroyables, DeRozan et Lavine, plus Nico Vucevic qui est quand même 2 fois All-Star, tu vois, c'est pas rien. Ouais. Je me dis à la place de Karnisovas, c'est compliqué. Puis tu es à Chicago, tu vois, Chicago, alors ils ont galéré pendant 10 piges, tu as raison. Mais Chicago, je veux dire, c'est le PSG ou l'OM, tu vois, Ouais, c'est compliqué. pas Orlando, quoi. Oui, Voilà, c'est dur de dire à tes fans, bon, bah les gars, allez, on casse tout et on repart pour 4-5 ans de reconstruction. Putain, je pense que vraiment, si Karnisovas il fait ça, il a intérêt à avoir les baloches solides parce que ça va être compliqué. Hein. Je comprends ce que tu veux dire et je comprends que ce soit tentant, mais je vois pas un scénario où ils acceptent de faire ça à Chicago cette année avec des joueurs pareils dans l'effectif. Ça me paraît trop. Ça part de trop loin. Puis Quoi. ça peut être le cas, là on parle de Chicago, mais ça peut être le cas pour plein d'autres équipes. En fait, avec ce qu'a fait Wembanyama, là, les gens ils se sont hypés. Il y a beaucoup d'équipes qui sont dans un scénario où si après 15-20 matchs, il y a une sale série, faire attention, quoi. Ça peut vite tanker. Et le problème de ça aussi, on en parlait ce midi avec Jacques hors antenne là, après l'émission. Le tanking, c'est beau, mais déjà, bon, la NBA a essayé de tempérer le truc. Je rappelle la règle hein, pour les gens, c'est-à-dire que maintenant, les 3 pires bilans, ils ont 15% de chance chacun d'avoir le premier choix. Le 4e pire bilan, il a 12,5% de chance, je crois, d'avoir le premier choix. Je veux dire, 15% de chance, c'est une chance sur 6, même pas. C'est-à-dire que tu vas brûler ton équipe une saison, dire à tes fans, bah, vous allez payer des billets pour une saison de merde, vous allez voir des matchs de merde toute la fin de l'année, pour qu'on ait une chance sur 6 d'avoir Wembanyama. Waouh, c'est dur quand même. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Après, c'est clair que par exemple, Charlotte peut le faire beaucoup plus facilement que Chicago. Tu vois. Les Hornets, je pense, il y a quand même d'autres équipes avant les Bulls. C'est pas un truc que les Bulls ils pourraient faire en début de saison. C'est vrai que déjà parce ça voudrait dire 2 gros trades au moins. Je pense que s'ils en échangent que un des 3, ça suffirait pas en fait. Ils seraient encore assez compétitifs. Faudrait voir les blessures, les bilans au niveau de février. Mais oui, tu as raison. C'est quand même une équipe qui à la base est quand même plus armée pour jouer en haut qu'en bas, quoi. Donc c'est à voir. Et puis du coup, c'est vrai que c'est une grosse franchise. C'était ton équipe flop du coup Non, mon équipe flop. Alors, flop, c'est dur flop. Je vais dire, c'est pareil, toujours une question de perception. Moi, j'ai mis les Grizzlies, mais c'est pas que je pense que les Grizzlies seront mauvais. Je pense que pour moi, c'était l'an dernier, pas tout à fait l'exception. Mais voilà, avant ça, ils font 2 fois play-in. Après, c'est une équipe jeune. C'est normal que c'est une équipe qui progresse et on peut se dire qu'ils vont continuer à progresser. J'ai peur qu'autour, l'Ouest, qui est quand même beaucoup d'équipes, les Timberwolves se sont renforcés. Moi, je crois aussi aux Pélicans. Je pense que les Lakers vont forcément être meilleurs que l'an dernier. Les Clippers seront solides. Les Suns seront solides. Les Warriors seront solides. Les Mavericks sont Luka Doncic. Tu vois, quand je fais la liste des équipes, il y a vraiment beaucoup d'équipes. Et je pense que les Grizzlies, d'une certaine manière, vont rentrer un peu dans le rang. Il leur manque une deuxième star. Jaren Jackson Jr. il va être blessé. Je pense que c'est une très belle équipe, très bien coachée.
Ja Morant est un super joueur, mais voilà, je pense que ça va un peu rentrer dans le rang et que je les vois vraiment plus loin, plus entre 6 et 9. Et du coup, entre guillemets, un flop par rapport à la saison dernière. Et voilà. Après, je pense que les Cavaliers et les Timberwolves seront bons, mais pas aussi bons que ce que certains peuvent l'attendre. C'est-à-dire que je vois ni l'un ni l'autre dans le top 3 de la conférence. Par contre, les deux seront peut-être en playoff, hein. C'est pas un flop, hein. Mais voilà, juste peut-être un peu moins fort que les attentes les plus hautes, on va dire. Ouais. Moi le mien, tu l'as cité dans les équipes de l'Ouest qu'on attend solides et qui doivent l'être. J'ai pas trop aimé ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois à Phoenix au niveau de l'atmosphère. Je sens, après c'est du feeling, hein. Je suis pas là-bas, je sais pas ce qui se passe exactement, mais la NBA est suffisamment médiatisée pour qu'on puisse avoir au moins une bonne impression de ce qui se passe. Voilà, avec Ayton, la tronche qui tirait le jour du Media Day. Je sais pas. Et les attentes qu'il va y avoir, parce qu'ils ont quand même ils ont surdominé en saison régulière l'année dernière en jouant extrêmement bien. Et ce qui s'est passé en playoff derrière et la déception, je sais pas. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose et je sais pas s'ils seront à la hauteur des attentes. Donc, je les imagine pas hors des playoffs, hein. Il faudrait un scénario catastrophe. Si tu as Chris Paul, tu sais que tu es solide, tu peux voyager loin, mais je pense qu'ils seront vraiment moins bien que ce que les gens pourraient les mettre dans un classement hypothétique de début de saison. Ouais, tout ça, ça se tient carrément. On parle des prédictions pour la saison à venir. Allez, on va finir par une dernière prédiction, un nouveau All-Star, donc un joueur qui a encore jamais été All-Star et qui le serait pour la première fois. Rémi, tu parlais de Tyrese Maxey, c'est le choix, tu nous disais que tu avais pour ce poste-là. Qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil, toi, avec Tyrese Maxey? Qu'est-ce que tu vois en lui? Alors, c'est con, mais tu sais ce qui me fait basculer de perception, putain, c'est fou, je vais vraiment passer pour un noob de fou. C'est que j'ai eu la chance aux dernières finales NBA de l'interviewer, en fait. Il est venu passer une semaine, c'était à San Francisco, si je dis pas de conneries, pour voir les deux premiers matchs. Et la NBA me l'a mis à disposition, on a pu parler un quart d'heure, et j'ai rencontré un gamin, en fait, que je ne soupçonnais pas, un gamin malin, enthousiaste, qui a de l'ambition, qui a les pieds sur terre, qui est drôle aussi, tu vois. Les gars, je vous apprends rien, tu vois. On est dans un milieu de sportif où on les sent, hein, les mecs dont on sait que la carrière va pas durer 8 ans ou va pas exploser pour des raisons extrasportives. Ben lui, c'est l'inverse. J'ai été conquis, tu vois, par le mec. Il m'a charmé, clairement. Et du coup, tu te plonges un peu dans le jeu, dans son évolution. J'ai fouillé un petit peu dans son année qu'il vient de faire. Et je veux dire, j'ai l'impression que tous les indicateurs, d'autant plus l'inconnu Harden, tous les indicateurs sont au vert de son côté. Donc, à Philly, dans la presse locale, là-bas, ils croient béton tous en lui. Ils sont persuadés qu'ils ont, je vous dis, the next big thing, vraiment, en Tyrese Maxey. Donc voilà, ouais, moi, je jouerais lui clairement comme si je devais mettre un bet là, sur un mec qui sera All-Star pour la première fois cette année, c'est sur lui. Et ce qu'avait dit Doc Rivers sur lui était intéressant. Pendant la pré-saison, il expliquait que du coup, il l'avait laissé bosser dans son coin à fond et tout, et qu'il lui avait demandé il l'a forcé à prendre du repos parce qu'il en faisait trop. En fait, il travaillait beaucoup trop. Je pense qu'il a une espèce de Mamba mentality, comme les mecs aiment bien dire maintenant, où il s'arrête jamais de travailler, il veut constamment progresser, et c'est là où il impressionne vraiment beaucoup de monde depuis ces derniers mois, et avec la belle saison qu'il a faite l'année dernière. Ouais. Je suis assez d'accord. Mais c'est marrant Je pense- pardon. Vas-y. Ouais, non, Vas-y, c'est marrant ce que tu disais, Rémi, sur le fait d'avoir pu parler avec lui et d'avoir vu quelque chose, parce que moi, j'avais eu le même type de sentiment avec Jrue Holiday à la fin de sa première saison NBA, où il était venu voilà, pour son équipementier de l'époque, Adidas. Il était venu en France avec Dwight Howard. Et c'est vrai que nous, on était venus avant tout pour faire Dwight Howard, qui était superstar à l'époque, au maximum de son prime quasiment. Et en parlant avec Jrue Holiday, j'avais aussi découvert un mec hyper posé, intelligent, qui avait l'air d'avoir une appréhension de son métier et de sa passion vraiment un peu en décalage avec son jeune âge et puis ce qu'on peut voir parfois quand on parle avec des athlètes de haut niveau. Donc ça me semble effectivement de bon augure pour la suite pour Tyrese Maxey, que moi aussi j'avais vu. Alors j'ai pas gardé lui comme potentiel futur All-Star cette année, nouveau All-Star, mais par contre il était dans ma shortlist, ouais, de finalistes. Et Antoine, pardon, je t'ai coupé la parole avant. Non, t'as dit t'inquiète. Non, quelque chose. j'allais juste dire qu'à mon avis, sa saison va être dans la lignée de ses playoffs, tu vois, où c'était déjà, je pense, le premier déclic, où il était quasiment là, en fait, la deuxième option des Sixers, en fait, au scoring. Donc, ça m'étonne pas. Ouais, carrément. Et du coup, moi, j'ai choisi Evan Mobley. Alors, je suis hyper chaud avec Mobley. Je le trouve incroyable. Pareil, en termes de maturité dans le jeu. On savait qu'il serait fort défensivement, mais on pensait pas qu'il serait aussi fort défensivement. On savait pas ce qu'il donnerait en attaque. Il était bien plus fort que ce qu'on pouvait imaginer. Moi, je m'attends à une saison énorme d'Evan Mobley. Donc, moi, j'avais choisi Evan Momo
pour être futur All-Star. Il faut cette savoir que année. Théo essaie d'imposer le surnom à Evan Momo. Absolument, c'est clair. J'ai enregistré le nom, j'ai préparé les t-shirts, tout ça. C'est pas la peine d'essayer de choper le copyright. Moi, j'ai choisi un joueur qui, pour moi, là, à l'heure actuelle, détient le titre Mike Conley du mec le plus fort qui est pas All-Star pendant des années. Mike Conley l'a finalement été, mais pour moi, aujourd'hui, c'est CJ McCollum, je pense. C'est le mec le plus fiable et stable qui soit et qui n'a pas encore été All-Star pour diverses raisons. Je pense qu'à New Orleans, ce qu'on a vu de lui la saison dernière et le rôle qu'il va prendre, leader de vestiaire, arme très importante offensive, à New Orleans, je pense qu'il va être All-Star cette année. J'ai longtemps hésité entre lui et RJ Barrett. Ça va peut-être sans doute beaucoup dépendre de ce que vont faire les Knicks, mais la fanbase des Knicks peut s'enflammer rapidement pour un joueur, et si Barrett fait des stats, et je pense aussi que c'est un gars bien sérieux qui bosse, ça peut aussi être une surprise. Moi, j'avais oublié ce pronostic, je ne vous le cache pas, mais je vais parler, je vais parler d'Anthony Edwards. Je vais choisir Anthony Edwards, qui, je pense, apparemment, lui, il répète qu'il est très, très chaud pour la saison à venir. Le staff des Wolves répète qu'il est très, très chaud pour la saison à venir. Après, voilà, on attend évidemment de voir. Tout le monde est beau en pré-saison, à l'intersaison, etc. Mais je dirais que ça serait la logique, entre guillemets. C'est dans la lignée de sa progression. C'était quand même un premier choix de draft. Généralement, c'est la 3e année où vraiment les prospects explosent. Lui, c'est sa 3e saison. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit, que les Wolves aient deux All-Stars, par exemple, avec soit Gobert, soit Kat, et plus Anthony Edwards. Donc, voilà, je veux dire Anthony Edwards. Bon, bah, ça fait en tout cas, ça fait des profils vraiment passionnants à suivre. On va refermer là notre chapitre sur les pronostics. De manière un peu plus générale, toi, Rémi, en tant que simple fan de basket, amoureux du ballon, est-ce qu'il y a des équipes que tu as particulièrement envie de voir sur le terrain, ne serait-ce que pour savoir si ça va fonctionner ou parce que leur jeu te séduit énormément? Bah, je suis hyper curieux des Wolves. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Je suis ni sceptique ni enthousiaste. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Et je suis comme Antoine, je suis fan de. Moi, j'adore Anthony Edwards et je pense qu'il sera MVP un jour de la ligue. Donc voilà, c'est excitant à voir. J'ai envie de voir Portland parce que je vous l'ai dit, j'adore Damian Lillard et ça me ferait vraiment chier qu'ils repassent au travers cette année les Blazers pour Damian Lillard et uniquement pour Damian Lillard parce que pour moi, c'est l'un des top joueurs NBA et qui a la carrière la moins aboutie au final, malheureusement. Et puis les Lakers, les gars, moi, Il a craqué. ça me fait chier. Ça me déprime. Vous connaissez mon amour pour cette franchise et j'ai comme, c'est comme chaque année avec le PSG. Enfin, j'ai le malheur d'être fan des deux en plus du PSG et des Lakers. Donc je cumule un peu. Mais du coup, chaque année, je crois que le PSG va gagner la Champions, puis on la gagne jamais. Et puis là, chaque année, j'ai envie d'être enthousiaste avec les Lakers. Et je sais au fond de moi, profondément, que si on arrive à faire un premier tour de playoff, ce sera le bout du monde, quoi. Mais j'ai hâte de les voir, en tout cas. Et de ce que tu as pu voir là, en pré-saison, ou du moins le changement de coach, le roster qui a un peu changé, tu es quand même un petit peu plus enthousiaste ou un peu plus optimiste Alors, que l'an dernier? sur le changement de coach, ouais, je lui donne sa chance. J'aime bien Darvin Ham, j'aime bien le message qu'il fait passer pour l'instant, l'attitude qu'il a, je trouve ça bien, travailler, machin. C'est des mots qui me plaisent, en tout cas. Le recrutement, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je comprends pas. J'ai l'impression qu'on a assemblé une équipe. J'ai l'impression qu'on a fait les mêmes erreurs que Rob Pelinka a fait les mêmes erreurs que l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a assemblé une espèce enfin, je sais pas, expendables, quoi. On est allé chercher tous les vétérans un peu sympas qu'on trouvait sur le marché au minimum. Dennis Schroeder, bon, on a tradé pour Pat Beverly, on a pris Thomas Bryant, tout ça. Mais je vois toujours pas de spacing, je vois pas de cohérence de groupe. J'ai l'impression que vraiment que cette saison, j'ai très peur en termes d'effectifs, en tout cas, que ce soit un cop-call de l'an dernier, avec juste, on a changé autour des 3 stars, on a changé des pièces, mais sinon, j'ai l'impression que c'est la même histoire, en fait. Ça va dépendre ça va dépendre comme d'habitude d'Anthony Davis. Hein, c'est ça le truc. S'il ne tient pas la route physiquement, tenir la route, c'est un peu sévère, mais c'est juste qu'il a souvent des pépins. De toute façon, je te l'annonce, hein, je te l'annonce, il va être fort quand il va jouer, c'est-à-dire 45 matchs dans l'année, Ouais. et ça ne va pas suffire, et ça va être la même. Ça fait 5 ans que c'est la même. Ça me fait à chaque fois, je repense au tweet que j'ai vu passer, j'ai eu un fou rire, c'est triste, mais où le mec disait, c'est un fan des Lakers, dès qu'Anthony Davis est au sol, ça me fait le même effet que quand je fais tomber mon portable par terre, c'est les mêmes frissons qui me parcourent. C'est exactement ça. Et malheureusement, les Lakers sont dépendants de ça. Et moi, je suis d'accord, ça sent un peu l'accident, malheureusement.
Et sinon, bon, c'est vrai que alors c'est devenu peut-être un cliché parfois de se dire bon bah la saison régulière, ça sert à rien, il y a que les playoffs qui sont passionnants. Moi personnellement, j'ai trouvé que la saison régulière l'an dernier était vraiment Ouais. passionnante à suivre du Ouais. début à la fin. Toi, Rémi, en dehors justement des playoffs, est-ce qu'il y a des matchs que tu attends particulièrement ou des événements, micro-événements ou événements majeurs qui rythment la saison NBA que toi, tu as particulièrement plaisir à couvrir? Bah ouais, tu sais que la NBA elle est forte là-dessus parce qu'on va pas se mentir, une saison régulière c'est long. 82 matchs par équipe c'est long. Toutes les nuits on a 7, 8, 9, 10, 11 matchs à regarder. On les regarde pas tous parce que clairement il y a un moment c'est plus possible. Et donc c'est bien d'avoir ces petits trucs qui rythment, tu as raison. Bah, nous, la première grosse échéance après la reprise, c'est Noël, hein, le Christmas Day qui est quand même toujours sympa, je trouve, aussi bien pour nous au niveau taf que les matchs à suivre. C'est 5 grosses affiches, c'est 8 heures, enfin 8 plus que 8 heures, on est à l'antenne pendant 12 heures, je crois, d'affilée, de basket, tu vois, boulimie de fou et tout. Donc ça, Noël, c'est vraiment un bel objectif, je trouve, qui nous emmène vers ça. Derrière, le Martin Luther King Day, c'est cool. Le All-Star Game, moi, je vais pas... Alors, je trouve que le All-Star Game est un week-end toujours qui fait du bien. Je trouve que la distinction d'être All-Star est tellement importante en NBA, ça te classe un joueur au CV et tout ça. Mais le week-end en lui-même, j'ai de plus en plus de mal à adhérer au fil des ans. C'est peut-être parce que je vieillis et peut-être que je me rends compte que l'All-Star Game, c'est plus un événement dédié aux familles, aux enfants, etc. J'en sais rien. Mais voilà, moi, je vais pas me plaindre. Hein, j'ai eu une chance incroyable pour Bill d'aller sur place pour le All-Star et pour les finales NBA. Mais jamais de la vie, je compare les deux trucs. Pour moi, les finales NBA, c'est du caviar. J'en bouffe tous les jours. Hein, alors que le All-Star Game, bon, bah, autant c'est excitant de savoir en amont qui va être nommé All-Star ou pas, parce que ça classe des mecs. Autant le match en lui-même, voilà. Ouais, bah c'est clair, les matchs de Noël, c'est toujours particulier. Pareil, je te rejoins sur Martin Luther King Day, c'est quand même un vrai kiff de pouvoir enchaîner autant de matchs sur une soirée, enfin même un bout de la nuit et tout, c'est ce qu'on attend. Et c'est vrai que voilà, l'an dernier, j'ai trouvé la saison passionnante. Cette année, quand je vois l'Est à l'Ouest, à quel point c'est fort quand même d'un côté comme de l'autre, avec tout un tas d'histoires en plus dans les équipes, j'ai l'impression qu'il y a un vrai, je sais pas, un retour de l'intérêt de la saison régulière. En tout cas, que cette année, il y aura plein de choses à suivre de près. Bah, nous, on aura la chance de pouvoir suivre ça bah, avec toi et toute l'équipe, Xavier Vaution, Jacques Monclar, Marie Patrux, Chris Singleton, Eric Micou, sur Bein tous les jours. On rappelle donc le dimanche le SNL avec toi chaque semaine. Voilà, pour le reste, bah, vous savez aussi sur Basket Session, on suit le basket non-stop 24 heures sur 24, donc vous pouvez nous retrouver sur BS aussi. Très bon complément avec Rémi. Et puis dernière question peut-être là, est-ce que tu t'étais embarqué dans toute une tournée de signatures pour ton livre NBA Road Trip. Tu referais quelques dates encore à venir ou comment ça se passe là? Si on veut te croiser, Ah, pouvoir choper un autographe. écoute, ouais, le truc, c'est que c'est cool. L'accueil a été tellement charmé, j'étais hyper touché pour le bouquin qu'on a relancé avec mon éditeur quelques dates. Ouais. Donc, ça va commencer dès samedi, là, le 22 octobre. Pour les Parisiens, il y a une convention de fans de cartes là, qui s'est montée. Ça s'appelle le Paris Card Show. Ça sera à Châtelet, je crois. Ouais, le 22, là, je serai là le matin pour signer le bouquin avec tous les mecs qui vont venir échanger leurs cartes de basket. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai de prévu? Je vais aller à Orléans là, au mois de novembre. Je vais aller voir le club de Blois là, qui est monté en Betclic Elite le 17 décembre pour signer le soir-là. Je suis en train de monter 2-3 trucs avec 2 autres clubs. Donc ouais, je suis hyper content. Il y a encore plein d'engouement sur le bouquin. Et de toute façon, bah, j'annoncerai tout ça sur les réseaux sociaux pour les gens qui veulent suivre. Et voilà quoi. Ok, bon bah super, bah voilà. Si vous n'avez pas assez de Rémi à la télé, vous pouvez aller le voir en vrai, lui taper dans la main et choper un autographe, parce que lui aussi il sera sur la route. Voilà, bah merci encore Rémi d'avoir fait ce jeu des pronostics là, c'était un vrai kiff de t'avoir avec nous aujourd'hui. Si vous avez bien, voilà, si ces podcasts vous plaisent, vous connaissez, vous pouvez liker, partager, en parler à vos familles, vos amis, etc. Nous en tout cas, on sera devant nos écrans de télé pour suivre la NBA sur Bein avec Rémi, et on vous donne rendez-vous à très vite pour un nouvel épisode du podcast. Merci encore Rémi, à très vite. Merci les gars, ciao. Ciao, à bientôt. The game is out there, and it's either play or get played.